Mes parents m'ont abandonné quand j'avais 8 ans pour se consacrer à ma sœur malade. Près d'une dizaine d'années plus tard, ils sont revenus en exigeant que je répare le désastre qu'ils avaient eux-mêmes créé. Et tout ce qu'ils ont reçu, c'est la réponse froide et définitive que je gardais en moi depuis des années. J'ai 26 ans, je suis un homme, et c'est une histoire qui s'est accumulée pendant presque 2 décennies. Pour comprendre le chaos qu'est devenu ma famille, il faut commencer par le début. Quand j'avais 8 ans, ma sœur Élodie, qui en avait 6 à l'époque, a été diagnostiquée avec une leucémie lymphoblastique aiguë. C'était la forme la plus cruelle et agressive, celle qui consume des années entières en traitements interminables, visites constantes à l'hôpital et une vie qui tourne exclusivement autour du maintien en vie d'un enfant malade. Mes parents se sont effondrés dès le premier instant, et bien sûr, n'importe qui l'aurait fait face à une telle nouvelle. Mais ce que je leur reprocherai toujours, c'est tout ce qu'ils ont fait après. 3 mois après le diagnostic, ils m'ont convoqué à une réunion de famille. Je n'étais qu'un enfant qui ne comprenait pas pourquoi ma sœur était toujours malade ni pourquoi notre appartement à Lyon ressemblait à un laboratoire où je ne pouvais rien toucher sans que quelqu'un crie que j'allais la contaminer. Mon père a parlé presque tout le temps, tandis que ma mère pleurait sans arrêt dans un mouchoir. Il m'a dit, d'un ton exagérément patient, qu'ils devaient consacrer toute leur énergie à Élodie. Le traitement était coûteux, compliqué et émotionnellement dévastateur. Nous ne pouvons pas te donner l'attention dont tu as besoin, a-t-il dit. Ma mère a ajouté entre 2 sanglots que le mieux serait que j'aille chez mon oncle Jules juste jusqu'à ce qu'Élodie aille mieux. Comme si ce juste était un soulagement. Ce juste s'est transformé en 9 ans. Jules, le frère cadet de mon père, ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. Il vivait dans une maison avec 3 chambres à plusieurs centaines de kilomètres, en Bourgogne, et travaillait comme professeur de technologie dans un lycée professionnel. Il consacrait ses week-ends à restaurer de vieilles voitures dans son garage, qu'il avait pratiquement transformé en un atelier professionnel. Le jour où ils m'ont déposé chez lui est gravé dans ma mémoire avec une netteté absolue. Ma mère a pleuré pendant tout le trajet de 4 heures en voiture et mon père n'a pas dit un mot, la mâchoire serrée en fixant la route. J'étais à l'arrière avec un sac à dos contenant quelques vêtements de rechange, mes livres préférés et un dinosaure en peluche que j'avais depuis l'âge de 3 ans. J'ai passé tout le voyage à chercher mentalement ce que j'avais fait pour mériter une chose pareille. Quand nous sommes arrivés, Jules nous a accueillis à la porte. Il avait les mains calleuses par des années de travail manuel, une expression fatiguée, mais un sourire chaleureux qui mettait immédiatement en confiance. Il a salué mes parents puis s'est penché pour me parler directement. « Et, tu aimes construire des trucs ? J'ai une voiture dans le garage qui aurait bien besoin d'une paire de mains supplémentaires. » Mes parents sont restés à peine une demi-heure. Ils ont donné à Jules un dossier avec mon carnet de santé, mes informations scolaires et mes papiers d'assurance. Ils ont parlé à voix basse de contacts d'urgence et de questions de garde. Ils m'ont serré dans leurs bras de manière maladroite, presque forcée, et sont partis. À 8 ans, j'avais été abandonné comme si j'étais un meuble qui n'avait plus sa place dans la maison. La première nuit a été très dure. Jules a préparé des spaghettis avec une sauce du commerce et a essayé de me parler, me demandant quelle matière j'aimais ou quelle musique j'écoutais, mais je ne pouvais même pas manger. Je suis resté à attendre que mes parents reviennent me chercher, convaincu que tout cela n'était qu'une erreur. Ils ne sont jamais revenus. Il m'a installé dans une chambre à l'étage. Elle était presque vide au début, un lit avec des draps bleus, un bureau simple et une commode. Mais Jules a commencé à la transformer petit à petit. Il a apporté un meilleur bureau avec une lampe à lumière chaude, a construit lui-même une étagère qu'il a teinte d'une très belle couleur sombre, et a mis des posters parce qu'il avait remarqué que j'aimais les dinosaures et l'espace. En quelques semaines, cet endroit a cessé de ressembler à un espace prêté pour devenir ma chambre. La nouvelle école a été un cauchemar. Être le nouveau est toujours difficile, mais être le garçon qu'on a abandonné parce que sa sœur a un cancer, c'est encore pire. Les enfants sont cruels quand ils perçoivent une faiblesse et j'étais une proie facile. Mais Jules ne m'a pas lâché la main un seul jour. Il allait à toutes les réunions parents-professeurs, posait des questions, prenait des notes, se proposait pour aider aux activités scolaires. Il a même rejoint l'association des parents d'élèves pour empêcher la suppression du programme de menuiserie. Il travaillait toute la journée à enseigner à des adolescents qui traitaient les outils comme des jouets. Il rentrait à la maison et préparait de vrais repas, jamais de plats surgelés ou de restauration rapide. Il m'aidait avec mes devoirs, même si les mathématiques le rendaient fou. Il m'a appris à changer l'huile d'une voiture, à réparer des fuites, à utiliser des outils sans perdre un doigt, à gérer mes finances et à m'organiser.
Il a fait tout cela sans rien me demander en retour, sans que cela ressemble à un sacrifice. Pendant ce temps, mes parents appelaient à peine une fois par mois et toujours pour parler uniquement d'Élodie, comment elle réagissait à la chimiothérapie, ce que disaient les médecins, quel traitement expérimental ils essayaient. Jamais ils ne demandaient comment ça allait à l'école, si je m'étais fait des amis, si tout allait bien. Je n'existais tout simplement pas pour eux. Ils ne m'ont jamais demandé si je dormais bien, s'il me manquait ou si je m'adaptais à ma nouvelle vie loin d'eux. Les appels sporadiques étaient déjà gênants, mais les visites occasionnelles étaient encore pires. Peut-être 3 fois par an, ils faisaient le voyage pour me voir pendant un long week-end, mais la dynamique était toujours la même. Ils arrivaient avec des photos récentes d'Élodie dans des hôpitaux, l'air pâle et épuisé. Ils ne parlaient que de son traitement, de ses rechutes, de son courage et de tout ce qu'impliquait de s'occuper d'elle. C'était impossible à ignorer. Leur vraie vie se déroulait à environ 300 km de là, et je n'étais qu'une responsabilité secondaire qu'ils devaient assumer pour apaiser leur conscience. Je me souviens clairement d'une visite en particulier quand j'avais 10 ans. Je venais d'entrer au tableau d'honneur pour la première fois de ma vie et j'étais si excité que j'ai apporté mon bulletin de notes au dîner de famille. Mes mains tremblaient en le tendant à ma mère par-dessus la table du restaurant. Elle l'a regardé peut-être 3 secondes avant de lancer un « c'est bien », chérie complètement automatique et a immédiatement repris la conversation sur le nouveau protocole expérimental d'Élodie et à quel point les résultats semblaient prometteurs. Jules, mon oncle, a remarqué comment mon expression s'est effondrée. Il a été témoin de la façon dont j'ai plié le bulletin et l'ai rangé dans ma poche comme s'il ne valait rien. Ce soir-là, après que mes parents soient retournés à leur hôtel, il m'a emmené chez un glacier qui ouvrait tard. Il a fait tout un plat pour célébrer ma réussite. Le lendemain, il a collé mon bulletin sur la porte de son réfrigérateur avec une 50aine d'aimants colorés, et il a pris soin de raconter à tout le monde à la quincaillerie, où il faisait toujours ses achats, que son neveu était un élève brillant et qu'il irait loin. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre la différence entre avoir des parents et avoir une famille. Les parents peuvent être une question de biologie et de papier signé. La vraie famille est celle qui est présente, celle qui remarque quand tu ne vas pas bien et célèbre tes succès comme si c'était les siens. Les années ont passé en suivant un schéma presque mécanique. Pendant l'année scolaire, je vivais avec Jules, une routine stable, sûre et étonnamment heureuse. Puis venaient les visites inconfortables de mes parents, qui me faisaient sentir comme un étranger dans ma propre histoire, accompagnés d'appels mensuels où ils m'informaient d'un ton clinique des progrès médicaux d'Élodie, comme si je recevais un bulletin d'information plutôt que des nouvelles de ma propre famille. Quand j'ai eu 11 ans, Élodie est finalement entrée en rémission. Le cancer avait disparu et elle se remettait bien. Je me souviens avoir pensé que peut-être les choses allaient enfin redevenir comme avant, que mes parents viendraient me chercher maintenant que la crise était terminée. Mais cela ne s'est jamais produit. Lors d'un de leurs appels, mon père a expliqué qu'il voulait s'assurer que tout restait stable. Les médecins disaient que la première année après la rémission était cruciale pour éviter les rechutes et qu'il devait se concentrer à 100% sur ce processus. J'ai seulement répondu que je comprenais, parce que j'avais 11 ans et je ne savais pas quoi dire d'autre. J'ai donc continué à vivre avec Jules. J'ai eu 12, puis 13 et ensuite 14 ans. Je suis entré au collège et j'ai rejoint le club de robotique parce que Jules insistait sur le fait que la partie ingénierie allait me plaire. Il avait raison. J'ai découvert que j'avais un talent naturel pour les systèmes mécaniques et la logique de programmation. Grâce à ça, je me suis fait de bons amis, des garçons tout aussi obsédés par la construction de choses qui fonctionnent. Ce même été, j'ai appris à souder dans le garage de Jules. Tout semblait couler de source. En 3e, j'ai commencé à sortir avec une camarade de ma classe de français, Maëlle, la chose typique de l'adolescence. Mes parents ne savaient rien de tout ça, car ils étaient trop occupés à s'occuper de chaque détail de la vie d'Élodie pour s'intéresser à la mienne. Quand j'avais 14 ans, Élodie a subi une rechute encore plus agressive que la précédente, cette fois avec une atteinte osseuse. Cette fois-là, mes parents ont appelé directement Jules sans même demander à me parler. Ils voulaient s'assurer qu'ils pourraient continuer à s'occuper de moi aussi longtemps que nécessaire, car une fois de plus, leur vie allait tourner exclusivement autour du traitement de ma sœur, peut-être pendant des années. Jules a couvert le combiné avec sa main et m'a demandé si je voulais leur parler. J'ai secoué la tête. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je suis désolé que votre fille soit de nouveau malade, mais ça fait 8 mois que je ne vous ai pas vu et vous avez complètement oublié mon anniversaire ? Il est retourné à l'appel et leur a dit avec un calme presque professionnel que j'allais bien et que le mieux était qu'il se concentre sur le rétablissement d'Élodie,
comme s'il était parfaitement normal qu'un adolescent vive plus longtemps avec son oncle qu'avec ses propres parents. Après avoir raccroché, aucun de nous n'a mentionné le sujet. Nous avons simplement continué notre routine du soir. Plus tard, nous sommes allés au garage pour travailler sur la Mustang de 67 que nous restaurions à partir de zéro. Cette voiture est devenue une sorte de thérapie silencieuse pour nous deux. Quand quelque chose devenait trop lourd, nous descendions au garage et nous nous salissions les mains jusqu'à nous vider la tête. Élodie a vaincu le cancer pour la deuxième fois quand j'avais 16 ans. Ce furent 2 années déchirantes de traitements intensifs, mais elle a réussi à s'en sortir. À ce moment-là, j'étais capitaine de l'équipe de robotique. J'avais gagné des compétitions régionales et je travaillais à temps partiel à la quincaillerie où Jules achetait ses outils. J'avais une vie complète, une vie qui n'avait rien à voir avec mes parents ni avec ma sœur. Cet été-là, mes parents ont décidé de me rendre visite en personne pour la première fois en près d'1 an et demi, et cette fois, ils ont amené Élodie avec eux. La revoir après si longtemps était étrange et inconfortable. La dernière fois que je l'avais vue, elle était à peine une petite fille. Maintenant, à 14 ans, elle semblait être une autre personne, très mince, encore pâle à cause des traitements, mais vivante et en convalescence. Elle marchait avec une sorte de précaution, comme si elle ne s'habituait pas encore à ce que son corps fonctionne sans douleur. Nous sommes allés dîner dans un restaurant que mes parents avaient choisi. Toute la soirée a été d'une gêne absolue. Élodie et moi n'avions rien à nous dire. Nous étions pratiquement des inconnus qui partageaient de l'ADN et quelques souvenirs très lointains. Mes parents essayaient de nous forcer à parler comme si nous étions des enfants à un rendez-vous de jeu arrangé. « Raconte à ton frère ton cours de dessin, Élodie » insistait-il, ignorant complètement qu'il n'existait aucun lien réel pour soutenir la conversation. Mes parents tentaient depuis des années de fabriquer une connexion entre Élodie et moi, comme si forcer une proximité pouvait effacer le passé ou réparer quelque chose qui n'avait jamais existé. Chaque visite ressemblait à une pièce mal répétée dans laquelle nous devions tous les deux jouer le rôle de frères et sœurs unis, bien que la réalité soit tout le contraire. Je me souviens clairement comment mes parents parlaient d'elle avec un enthousiasme presque théâtral, son talent pour l'aquarelle, ses progrès, chaque coup de pinceau démontrant une sensibilité incroyable. Je hochais simplement la tête en m'enfonçant davantage dans ma chaise, sentant cette gêne grandir comme un poids invisible. De mon côté, ils me traitaient comme un projet en attente. Ils me demandaient de parler de l'équipe de robotique, de raconter à quel point c'était impressionnant d'être capitaine, de montrer de l'enthousiasme, de sourire. Mais chaque mot que je prononçais sonnait étranger, comme si je le récitais dans une langue qui n'était pas la mienne. Élodie savait à peine qui j'étais. Je ne savais pas non plus qui elle était. Nous étions 2 étrangers contraints de feindre un lien pour le bien de 2 adultes qui ne voulaient pas affronter la culpabilité de leurs propres décisions. Ce genre de dîner devenait épuisant, non seulement à cause du silence forcé entre nous, mais aussi à cause de ce qui suivait. À la fin, lorsque nous sortions sur le parking sous ces lumières blanches qui vous donnent l'air fatigué même si vous ne l'êtes pas, c'est là qu'apparaissait la vraie raison de la visite. Et cet après-midi-là n'a pas été différent. Mes parents se sont approchés avec un mélange d'excitation et de détermination et ont lâché leur grande annonce, ils voulaient que je revienne vivre avec eux de façon permanente. Ils l'ont dit comme si c'était une nouvelle merveilleuse, quelque chose qui devait me réjouir. Selon eux, Élodie était stable, en rémission, reprenait sa vie, alors il était temps que la famille redevienne une seule et même entité. Ils parlaient comme si ces 9 années loin de moi n'avaient été qu'une pause temporaire, une parenthèse, quelque chose qui pouvait simplement être inversé avec quelques mots, comme si je n'avais pas grandi, construit une vie, créé des racines et des liens réels avec d'autres personnes. J'ai regardé mon oncle Jules. Il n'exprimait jamais grand-chose, mais tout était dans les détails. Sa posture était ferme, calme, mais ses yeux. Ses yeux disaient autre chose. Je n'y ai pas vu de tristesse, mais cette sorte d'expression qu'ont ceux qui anticipent un coup depuis des années et espèrent pourtant qu'il n'arrivera pas. C'était de la résignation mêlée à une sorte de douleur silencieuse, comme s'il avait su depuis longtemps que mes parents essaieraient de me récupérer, non par amour, mais parce que le confort était revenu dans leur vie. La gorge nouée, j'ai à peine pu dire « je peux y réfléchir ». J'ai moi-même entendu à quel point ma voix était faible. Mon père, en revanche, a réagi comme toujours, le front plissé, la mâchoire tendue et ce ton contenu qu'il utilisait quand quelque chose ne suivait pas le récit qu'il avait construit dans sa tête. « À quoi y a-t-il à réfléchir » a-t-il répliqué. « Tu es notre fils. Élodie va mieux. Il est temps que nous soyons de nouveau tous ensemble. »
J'ai essayé d'expliquer que j'avais une vie ici, le lycée, mes amis, le travail, l'équipe de robotique qui se préparait pour la compétition depuis des mois. Mais pour eux, tout était remplaçable. Tu peux aussi faire ça à la maison, a dit ma mère, en essayant de me prendre la main comme si un tel geste pouvait effacer 9 ans d'absence émotionnelle. J'ai reculé sans réfléchir. Elle a insisté. Tu nous manques beaucoup. Tu ne veux pas revenir auprès de ta famille. C'est alors que Jules est intervenu avec cette sérénité ferme qui le caractérisait toujours. Laissez-le finir le lycée ici. Il ne lui reste que l'année de terminale. Le faire partir maintenant serait très dur pour lui. Laissez-le passer son bac avec ses amis et son équipe. Mon père a crispé tout son visage, clairement agacé. Il sentait que Jules empiétait sur un territoire qu'il considérait comme exclusivement sien, mais il a tout de même cédé, peut-être parce qu'il ne voulait pas créer une scène sur place. Il a accepté que je reste pour ma dernière année, tout en précisant qu'après, je devrais retourner chez eux pour aller à l'université et reconstruire la famille. Je n'ai rien corrigé. Je n'ai pas dit que je cherchais depuis des mois des universités près de chez mon oncle. Je n'ai pas mentionné que cet endroit ressemblait déjà à un vrai foyer, bien plus que celui où j'avais vécu mes 8 premières années. J'ai seulement hoché la tête. Le lendemain, ils sont partis. Élodie m'a serré dans ses bras avant de monter dans la voiture. Son étreinte était froide, maladroite, sans émotion, exactement comme on serre dans ses bras quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mes parents, avant de démarrer, ont insisté sur le fait que je devais venir passer Noël avec eux car ils organisaient quelque chose de très spécial maintenant que tout revenait à la normale. Normalité. Quel mot vide de sens. Je les ai regardés s'éloigner et je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de colère, même pas de soulagement, juste un vide absolu, comme si une partie de moi avait cessé de réagir à eux depuis longtemps. Ça va, a demandé Jules quand je suis revenu sur le porche. Oui, ai-je dit. On peut travailler sur la Mustang quand tu veux. Nous avons passé tout ce week-end dans le garage à changer le système de transmission. Nous n'avons mentionné ni mes parents, ni Élodie, ni l'avenir, juste les outils, les pièces, l'odeur d'huile et la précision de chaque engrenage s'emboîtant à sa place. Cette sensation, ce silence confortable, valait 1000 fois plus que toutes les tentatives de mes parents pour feindre une proximité. Mon année de terminale a été extraordinaire. L'équipe a remporté la compétition régionale avec le design sur lequel je travaillais depuis des mois. J'ai été accepté dans 3 écoles d'ingénieurs avec de bons programmes. À la quincaillerie, on m'a donné plus de responsabilités et j'ai pu économiser pas mal d'argent. Jules m'a consacré du vrai temps pour m'apprendre ce que personne d'autre n'avait pris la peine de me montrer, comment gérer un compte bancaire, comment faire un budget réaliste, comment investir en toute sécurité. Des choses simples, essentielles, mais que mes parents n'avaient jamais considérées comme importantes. J'ai choisi d'étudier à l'école d'ingénieurs de Val-de-Saône, à 2 heures de chez Jules, assez près pour lui rendre visite quand je le voulais, mais assez loin pour créer ma propre indépendance. Le programme était excellent, avec des professeurs qui savaient vraiment ce qu'ils enseignaient. Quand je l'ai annoncé à mes parents par téléphone, ils ont explosé. Ma mère criait presque qu'elle espérait que j'irais à l'université de Lyon, qu'ils se préparaient déjà à m'avoir près d'eux, que c'était mieux financièrement. J'ai essayé de leur expliquer que Val-de-Saône m'offrait une bien meilleure bourse, mais ils n'écoutaient pas. Mon père a pris le téléphone pour continuer la pression. Nous sommes tes parents, a-t-il dit avec cette pointe dans la voix que je connaissais si bien. Nous te voulons à la maison. Nous avons déjà perdu trop de temps loin de toi. Cette distance doit cesser. Cette phrase m'a transpercé. Nous avons perdu du temps. On aurait dit que j'avais été un passe-temps ou une tâche en attente, pas un enfant qu'ils avaient abandonné pendant 9 ans parce qu'il était plus facile de se concentrer sur autre chose. J'ai répondu fermement, je vais à Val-de-Saône. C'est déjà fait. Il y a eu un silence qui a duré trop longtemps. Puis j'ai entendu ma mère pleurer. Mon père a commencé à crier sur le fait que j'étais égoïste, ingrat, irrespectueux. Il m'a parlé de sacrifice, de famille, de reconstruction. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il ait fini. On se parle plus tard, ai-je simplement dit et j'ai raccroché. Quand je suis descendu, Jules faisait semblant de lire le journal, mais il était évident qu'il avait entendu chaque mot. Sans poser de questions, il m'a passé une bière et m'a demandé si je voulais regarder le match. Ce geste était plus un soutien que tout ce que mes parents avaient pu faire en des années.
L'été avant l'université a été sincèrement le meilleur de ma vie. J'ai travaillé à temps plein, j'ai eu une promotion, nous avons terminé la restauration de la Mustang, je suis parti camper avec mes amis, j'ai vécu des expériences normales que je croyais depuis longtemps hors de ma portée. Mes parents n'ont appelé que 2 fois, les 2 fois pour essayer de me convaincre de changer d'école. Les 2 fois j'ai dit non et, ainsi, peu à peu, ils ont cessé d'insister. Quand je suis finalement entré à Val-de-Saône, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Les professeurs se souciaient vraiment de nous. Les cours étaient exigeants et mon avenir, pour la première fois, semblait vraiment m'appartient, et à personne d'autre. Pendant mes années à l'école d'ingénieur, j'ai senti pour la première fois que ma vie commençait à prendre sa propre direction. Les matières étaient si exigeantes que je terminais chaque journée la tête saturée, mais cette sensation était incroyablement stimulante. J'étudiais quelque chose qui me passionnait vraiment et, pour la première fois, j'étais entouré de personnes qui partageaient mes mêmes intérêts. N'était-ce pas étrange que nous passions nos vendredis soirs à discuter de rapports d'engrenage ou de la configuration la plus efficace pour un projet d'ingénierie? Avec eux, enfin, j'ai cessé de me sentir bizarre. En 2e année, j'ai commencé à sortir avec Camille, une étudiante en gestion qui avait un rire contagieux, capable de rendre plus supportable même les semaines les plus chargées. Quand, avec le temps, je lui ai raconté toute l'histoire de mon enfance, elle a trouvé que c'était une expérience difficile, mais ne m'a jamais traité comme si j'étais abîmé ou incomplet. Elle a simplement accepté mon passé comme un chapitre de plus de ma vie, sans le dramatiser ni l'utiliser contre moi. Mon véritable soutien fut mon oncle Jules. Il maintenait une routine presque religieuse, me rendre visite une fois par mois, toujours à la même heure, comme si cela faisait partie de son propre calendrier vital. Il arrivait avec de la nourriture faite maison car, selon lui, les restaurants universitaires étaient une agression nutritionnelle. Il s'intéressait sincèrement à mes cours, mes projets et chaque progrès académique. Il m'écoutait avec patience et me répétait sans cesse que je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure, peu importe la raison, si j'avais besoin de quelque chose. Pendant ce temps, mes parents maintenaient un contact quasi inexistant. Cette première année d'études, ils m'ont peut-être appelé 3 fois. Les conversations étaient maladroites et courtes, et se terminaient presque toujours par des commentaires passifs-agressifs sur ma décision d'étudier loin. Pour eux, 2 heures de distance semblaient un abîme infranchissable, comme si j'avais traversé un océan. En 2e année, Élodie, ma sœur, m'a envoyé une demande d'amis sur les réseaux sociaux. Elle a accompagné cela d'un très long message dans lequel elle disait vouloir renouer avec moi, qu'elle comprenait pourquoi je m'étais tenu à l'écart, mais qu'elle espérait que nous pourrions maintenant construire une relation d'adulte. Elle disait que nous étions tous les deux plus âgés et plus matures. Je suis resté à regarder le message sans savoir comment répondre. Que pouvais-je lui dire? Je suis content que tu sois en vie, mais je n'ai aucun intérêt à prétendre que nous sommes des frères et sœurs proches. Cela semblait cruel et trop complexe, alors j'ai simplement choisi de ne pas répondre. Au cours des années suivantes, elle a insisté plusieurs fois, des messages pour mon anniversaire, des vœux pour les fêtes, des textes qui semblaient presque supplier pour une connexion qui n'avait jamais existé. Je n'ai répondu à aucun. Lors d'une de ces visites, mon oncle Jules m'a demandé directement, ta sœur essaie de te contacter assez souvent. Es-tu sûr de vouloir continuer à l'ignorer? Je ne la connais pas, ai-je répondu sans détour. Nous sommes parents par le sang, mais ça s'arrête là. Elle est la fille de mes parents. Moi, je suis ton fils. Je me souviens qu'il a baissé les yeux, s'est raclé la gorge 1 ou 2 fois et a de nouveau regardé le menu du restaurant où nous étions. Il a cru que je ne l'avais pas remarqué, mais il s'est discrètement essuyé les yeux. Quelque temps plus tard, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur avec une bonne moyenne. J'ai trouvé du travail tout de suite dans une entreprise spécialisée dans le design industriel et la fabrication de machines. C'était un excellent début de carrière, un salaire décent, de bons avantages et une équipe qui me permettait de grandir. À 25 ans, j'ai pu acheter ma propre maison, petite mais suffisante pour moi, 2 chambres et un garage où je pouvais me consacrer à des projets personnels. Je vivais à un peu plus d'1 heure de Jules, ce qui me permettait de lui rendre visite fréquemment. Ma vie était enfin complètement séparée de la famille qui m'avait abandonné enfant. J'avais un travail prometteur, une partenaire stable comme Camille et un lien solide avec la seule personne qui avait toujours été à mes côtés, mon oncle. Mais tout a changé le mois dernier quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'était ma mère. Je n'avais pas entendu sa voix depuis plus d'1 an.
Elle parlait d'un ton exagérément joyeux, si forcé que cela m'a immédiatement mis en alerte. Bonjour, chérie. Comment vas-tu? Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. J'ai voulu t'appeler, mais tu sais comment le temps passe, n'est-ce pas? Je lui ai répondu poliment. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé directement. Cette simple phrase l'a prise complètement au dépourvu. Après un silence gêné, elle a commencé à parler vite, comme si elle voulait justifier chaque mot. Elle m'a raconté qu'Élodie allait très mal, qu'elle avait fini l'université 2 ans auparavant avec un diplôme en communication, mais qu'elle ne trouvait pas de travail stable, qu'elle vivait toujours avec eux, qu'elle était déprimée et anxieuse, incapable de s'adapter à la vie adulte après tant d'années de maladie. Elle a tellement souffert, disait ma mère avec emphase. Nous pensions que peut-être tu pourrais la guider. Tu as accompli tant de choses. Elle t'admire beaucoup en tant que grand frère. Peut-être qu'un conseil de ta part l'aiderait à trouver son chemin. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, non par moquerie, mais à cause de l'absurdité de la situation. Tu crois vraiment qu'elle m'admire? Elle ne me connaît même pas. Nous avons parlé moins de 10 fois dans toute notre vie. Ma mère a immédiatement adopté un ton sec. C'est ta sœur. Elle a besoin de soutien familial dans un moment difficile. Biologiquement, oui, mais ça s'arrête là, ai-je répondu. Nous n'avons aucune relation. Nous ne partageons rien d'autre qu'un ADN que vous avez décidé de répartir comme si j'étais jetable. C'est alors qu'elle a explosé. Elle a failli mourir. Nous avons absolument tout fait pour la sauver. Le moins que tu puisses faire, c'est de montrer de la compassion. Vous avez tout fait pour elle, ai-je dit calmement. Pour moi, vous n'avez rien fait. Vous m'avez envoyé au loin quand je ne correspondais plus à vos priorités. Ma mère a insisté sur le fait qu'il était injuste de juger leurs décisions, qu'ils avaient fait le nécessaire pour survivre en tant que famille. Je ne l'ai pas interrompu. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi de la sauver, elle, et de m'oublier. Je ne vous blâme pas pour cette décision, mais ne prétendez pas maintenant être surpris que j'ai choisi mon propre chemin. Elle a essayé toutes les tactiques de manipulation émotionnelle possibles. Elle m'a traité d'égoïste. Elle a dit qu'Élodie avait désespérément besoin de soutien familial. Elle a insinué que j'agissais avec froideur, mais il était trop tard. Cette porte pour moi était fermée depuis de nombreuses années. L'appel de mes parents a commencé avec le même ton moralisateur qu'ils avaient utilisé toute leur vie, comme s'ils avaient une quelconque autorité émotionnelle sur moi. Dès les premières phrases, je savais où cela allait mener. Ma mère, avec cette voix douce qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle essayait de manipuler une situation, a dit qu'elle espérait qu'en m'élevant, j'avais appris quelque chose sur la compassion, la responsabilité et la loyauté familiale. Elle parlait comme si elle avait été présente dans mon développement, comme si elle ne m'avait pas laissé à la dérive quand j'avais le plus besoin d'eux. J'ai respiré lentement pour ne pas perdre mon calme et j'ai répondu d'un ton totalement glacial, c'est l'oncle Jules qui m'a élevé. Vous m'avez envoyé vivre avec lui quand j'avais 8 ans. Vous veniez à peine 3 fois par an, et c'est en étant généreux. Ne vous attribuez pas le mérite de ce que je suis aujourd'hui, car vous n'en avez aucun. Ma mère a essayé de dire quelque chose de plus, mais j'ai immédiatement entendu le son caractéristique de mon père lui arrachant le téléphone. Sa voix est devenue tranchante, avec ce mélange d'agacement et d'autorité qu'il utilisait toujours quand je n'obéissais pas immédiatement à ses ordres, comme s'il avait encore ce pouvoir sur moi. Ta mère essaie de faire ce qui est juste et d'aider ta sœur, a-t-il dit d'un ton qui se voulait ferme, mais qui sonnait usé. Et tu te montres cruel, irrespectueux et complètement insensible. Élodie a eu une vie extrêmement difficile. Elle a besoin de soutien et tu es en position de le lui fournir. La famille se soutient. C'est comme ça que ça doit être. Alors, soutenez-la vous-même, ai-je répondu sans m'énerver. Moi, je me concentre sur ma propre vie. Tu es son frère, a-t-il insisté, élevant la voix comme si cela suffisait à m'obliger à accepter quelque chose que je n'avais jamais choisi. Tu as la responsabilité de l'aider? Je suis le neveu de Jules. C'est la famille qui a pris soin de moi et m'a donné un vrai foyer. Élodie est votre fille. Vous avez marqué cette division depuis que j'ai 8 ans. À cet instant, mon père a perdu le peu de sang-froid qu'il essayait de garder. Sa voix a monté en volume jusqu'à se transformer en un cri chargé de frustration. Il a commencé un discours interminable sur les devoirs, les sacrifices, les obligations morales, sur la façon dont ils avaient fait de leur mieux dans une situation prétendument impossible.
Il m'a traité d'ingrat. Il a répété que j'agissais comme un enfant rancunier et qu'il était temps que je grandisse et que je cesse de garder des rancunes. Je l'ai laissé se défouler. Ça ne valait pas la peine de l'interrompre. Il n'écoutait que sa propre version de l'histoire. Quand il s'est enfin épuisé, j'ai répondu lentement, avec une tranquillité qui contrastait avec son explosion, « Je ne garde pas de rancune, je ne veux simplement aucune relation avec aucun de vous. C'est la conséquence logique et naturelle des décisions que vous avez prises il y a 18 ans, et je suis complètement en paix avec ça. Vous devriez l'être aussi. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse continuer à parler. Je suis resté quelques secondes en silence, à digérer tout ce qui venait de se passer. Puis j'ai appelé l'oncle Jules, car il était la seule personne qui avait toujours été là quand ça comptait vraiment. Mes parents viennent d'appeler, lui ai-je dit dès qu'il a répondu. Je m'en doutais, a-t-il répondu avec ce calme qui me tranquillisait toujours. Élodie traverse une mauvaise passe depuis un moment et il cherche sûrement un responsable. Laisse-moi deviner, ils veulent que tu l'aides à trouver du travail et à redresser sa vie, c'est ça? Exactement. Je leur ai dit que c'est leur problème, pas le mien. Il y a eu un long silence réfléchi. Ça semble dur, mais vu ce qui s'est passé, c'est raisonnable, a-t-il répondu avec sincérité. Ils ont pris leur décision. Tu as le droit de prendre les tiennes. Ça fait partie de la vie d'adulte. Nous avons parlé un bon moment. Comme toujours, Jules ne m'a pas dit ce que je devais faire ni n'a essayé d'influencer ma position. Il a juste écouté, m'a posé des questions qui m'ont aidé à organiser mes pensées et m'a permis de me défouler. C'est ce que font les vrais parents, ils sont présents, accompagnent et écoutent sans imposer. Je pensais que tout s'arrêterait là. Quelle naïveté. La semaine suivante, mes boîtes mail se sont remplies de très longs messages de ma mère, écrits presque comme des lettres dramatiques. Elle parlait de pardon, de vieilles blessures, d'unité familiale, de surmonter le passé. C'était presque comique de voir comment elle essayait d'utiliser un langage émotionnel élaboré pour me faire sentir coupable. Mon père a envoyé des messages plus directs, plus secs, exigeant que je fasse ce qui était juste, que j'arrête de ne penser qu'à moi et que je fasse preuve de maturité. Même Élodie en a écrit un, c'était le plus long. Elle disait qu'elle regrettait ce qui avait pu se passer quand nous étions enfants, qu'elle voulait me rencontrer pour déjeuner dans un endroit neutre et qu'elle sentait qu'elle sombrait émotionnellement. Elle assurait que j'étais la seule personne qui pouvait comprendre ce que c'était de se sentir abandonnée. La manipulation était si précise qu'elle semblait presque planifiée. Ils essayaient de nous lier par un prétendu traumatisme partagé, ignorant que le vrai traumatisme, ce sont eux qui l'ont causé en m'abandonnant pour consacrer toute leur vie à elle. C'était presque grotesque qu'ils ne perçoivent pas l'ironie. J'ai supprimé tous les courriels sans répondre à aucun, mais ça ne les a pas arrêtés. Un vendredi matin, alors que je travaillais de chez moi sur la conception d'un système de convoyage pour un client industriel, j'ai entendu des coups très forts à ma porte. Des coups qui n'étaient ni amicaux ni accidentels, ils étaient insistants, presque désespérés. En ouvrant, je me suis retrouvé face à mes parents et Élodie sur mon porche. Ils avaient des expressions tendues et déterminées. Ils avaient conduit 4 heures pour se présenter sans y être invités. « Il faut qu'on parle », a dit mon père, entrant dans ma maison sans demander la permission, comme s'il avait encore un quelconque droit sur mon espace. Ma mère l'a suivi, regardant chaque recoin avec un mélange de surprise, de méfiance, une étrange incrédulité, comme si elle ne pouvait toujours pas croire que j'étais capable d'avoir une vie complètement fonctionnelle par moi-même. Élodie, quant à elle, est restée près de la porte, mal à l'aise et ne sachant où se mettre. « Tu ne peux pas nous ignorer éternellement », a poursuivi mon père depuis le salon, comme s'il était la victime dans cette histoire. « Nous sommes ta famille. Élodie a besoin d'aide et tu vas la lui donner. C'est décidé. » J'ai fermé la porte lentement, puis j'ai croisé les bras, en gardant mes distances. « Je ne ferai pas ça », ai-je répondu fermement. Pour moi, elle n'est pas une sœur, c'est une inconnue avec qui je partage de l'ADN. C'est toute notre connexion. Ma mère a fondu en larmes, utilisant les mêmes stratégies émotionnelles qu'elle appliquait quand j'étais enfant. Comment peux-tu être si froid? Si insensible? Après tout ce que nous avons vécu en tant que famille, après tous nos sacrifices. Quelle famille, ai-je demandé sans élever la voix. Vous m'avez envoyé au loin quand j'avais 8 ans. Je n'ai pas vécu avec vous depuis. Nous nous parlons peut-être 2 fois par an. Et avec Élodie, j'ai eu un total de, quoi? 10 conversations dans toute ma vie?
Nous ne sommes pas une famille, nous sommes juste des personnes qui partagent un lien de parenté, rien de plus. Finalement, Élodie a parlé. Sa voix tremblait, comme si elle portait un poids énorme. Je sais que tout est de ma faute. Si je n'étais pas tombée malade, rien de tout ça ne serait arrivé. Nous serions une famille normale. Mais j'essaie de réparer les choses. Je veux te connaître. Je veux que nous ayons une relation de frères et sœurs. Les relations ne se créent pas par obligation, ai-je répondu. Vous ne pouvez pas débarquer après 18 ans pour demander de la proximité parce que ça vous arrange maintenant. Les relations se construisent avec du temps, de la présence et de l'affection. Rien de tout ça n'existe entre nous. Mon père a fait un pas vers moi, visiblement agacé. Écoute bien, a-t-il dit avec le même ton autoritaire que toujours. Ta mère et moi avons absolument tout sacrifié pour maintenir Élodie en vie. T'envoyer loin a été dévastateur pour nous. Tu crois que c'était facile? Ça nous a détruits, mais nous l'avons fait parce que c'était le seul moyen de sauver notre fille. Et si nous devions le refaire, nous le ferions sans hésiter. Parfait, ai-je répondu froidement. Elle est en vie. Vous avez accompli votre mission. Maintenant, sortez de chez moi. Ma mère, désespérée, a fait un pas en avant. Nous avons besoin que tu l'aides à trouver du travail, a-t-elle supplié. Dans ton entreprise, il doit y avoir un poste vacant. Elle a étudié la communication, elle a juste besoin d'une vraie chance. Tu pourrais parler à ton patron, tu pourrais l'aider à démarrer. L'audace de sa demande était presque insultante. Il voulait que je risque ma réputation professionnelle pour quelqu'un que je ne connaissais pratiquement pas et qui n'avait jamais essayé de construire quoi que ce soit avec moi. Non, ai-je répondu avec une certitude absolue. Je ne ferai pas ça. Tu es mesquin, a lancé mon père. C'est de la vengeance parce que tu es encore accroché à ton enfance. Grandis un peu. Élodie a besoin d'aide et tu peux la lui donner. C'est ce que fait la famille. Alors faites-le vous-même, ai-je répondu, parce que je ne suis pas votre famille. Et là, ils ont complètement explosé. Mon père a crié que j'étais un ingrat, un égoïste, que j'avais trahi la famille. Ma mère pleurait de plus en plus fort, laissant échapper des sanglots exagérés qui résonnaient dans toute ma maison. Quand j'ai ouvert la porte cet après-midi-là, la première chose que j'ai vue, c'est Élodie, immobile sur le seuil, avec une expression mêlant malaise, honte et un épuisement presque palpable. Elle ne disait rien, respirait à peine, comme si elle voulait être n'importe où sauf là. Derrière elle se trouvaient mes parents, et leur seule présence a provoqué cette même pression dans ma poitrine que j'avais toujours ressentie depuis que j'étais enfant. Je suis resté calme. J'ai sorti mon téléphone de ma poche tranquillement et j'ai parlé sans élever la voix. Vous avez exactement 2 minutes pour quitter ma propriété avant que j'appelle la police nationale et que je demande qu'on vous fasse partir. Mon père a froncé les sourcils comme s'il était convaincu que je n'oserais pas le faire. Tu n'oserais pas, a-t-il lâché, presque moqueur. Mais j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Pour la première fois, le doute. Et cela a suffi à marquer un avant et un après. J'ai levé le téléphone et j'ai commencé à composer devant eux, en comptant mentalement. 1 minute et demie. Ma mère, voyant que je ne plaisantais pas, a saisi le bras de mon père avec force. Allons-nous-en, ça ne marche pas. On trouvera autre chose, a-t-elle dit avec ce ton défaitiste qu'elle utilisait quand quelque chose ne se passait pas comme elle l'avait imaginé. Ils se sont tous les deux retournés, mais mon père n'est pas parti sans me lancer son discours classique de supériorité morale. Tu fais une énorme erreur. Un jour, tu auras besoin de ta famille et, quand ce jour viendra, nous ne serons pas là. Tu regretteras de nous traiter ainsi. Parfait, lui ai-je répondu sans m'énerver. Ce jour-là, nous serons enfin quittes. J'ai claqué la porte et les verrouillé tandis qu'un tremblement parcourait mes mains. Jamais, en toutes ces années, je ne m'étais tenu de cette manière face à eux. Le mélange de peur et de libération était étrange, mais puissant, comme si je récupérais enfin une partie de moi qu'ils avaient modelée à leur convenance depuis mon enfance. Ayant à peine le temps de respirer profondément, j'ai composé, sans réfléchir, le numéro de Jules, qui a répondu à la première sonnerie, comme s'il savait que quelque chose s'était passé. Ils sont venus chez toi. Oui, ai-je répondu. Ils sont partis il y a quelques minutes. Tu vas bien? Je crois.
Ils sont venus pour exiger que je trouve un travail pour Élodie dans mon entreprise. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu un son d'incrédulité totale, presque un grognement. C'est culotté, même pour eux. Et qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité, directement. Non, tout simplement. Bien joué. Tu ne leur dois absolument rien. Pas à eux. Pas après tout ce qui s'est passé. Souviens-toi toujours de ça. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il m'a rappelé avec ce calme qu'il avait toujours eu, que c'était moi qui avais construit ma vie, pas eux, que protéger ma stabilité, mes limites et ma santé mentale n'étaient pas de l'égoïste, mais une forme de survie. Il m'a répété quelque chose qu'il essayait de me faire comprendre depuis des années, partager le même sang ne signifie pas être obligé de tolérer des préjudices constants, on peut choisir sa vraie famille et que lui, pour moi, il l'était. Quand nous avons raccroché, je me sentais différent, plus ferme, plus clair, comme si j'avais enfin regagné du terrain. Après cette visite, les courriels ont commencé à arriver avec une nouvelle intensité. Mon père a ouvert l'offensive avec de longs messages, essayant de me faire croire que j'étais devenu une personne froide, distante, que le responsable de mon amertume était Jules, qui, selon lui, m'avait lavé le cerveau pendant des années. Ma mère, en revanche, a choisi la tactique émotionnelle. Ces messages étaient d'une longueur absurde. Elle parlait de l'état mental fragile d'Élodie. Elle a mentionné une tentative de geste désespéré dont il ne m'avait jamais informé et a expliqué qu'elle avait besoin de moi parce que, soi-disant, nous étions les seuls à comprendre ce que signifiait se sentir abandonné. C'était de la manipulation de haut niveau, transformer la souffrance d'Élodie en ma responsabilité, m'obliger à porter une culpabilité qui n'était pas la mienne, et prétendre que notre prétendue expérience commune nous rendait inséparables. Ils ignoraient complètement que j'avais été le seul véritablement abandonné. J'ai tout transféré à Jules et Camille. Ils ont tous les deux convenu que les tactiques étaient très claires. Camille, en fait, m'avertissait depuis des mois que je devais établir des limites plus strictes. Elle était présente le jour où mes parents ont débarqué par surprise à mon appartement l'année précédente, s'asseyant pendant des heures pour parler exclusivement des problèmes d'Élodie comme si je n'étais pas là. Après cette visite, elle m'a dit sans détour que la dynamique familiale était profondément toxique. Et elle avait raison. 2 semaines après la tentative d'embuscade chez moi, je leur ai envoyé un dernier courriel à tous, mes parents et Élodie. Je leur ai écrit avec une sérénité absolue, je ne veux plus aucun contact avec vous. N'appelez pas, n'écrivez pas, ne vous présentez pas chez moi. Nous ne sommes pas une famille, nous partageons seulement de l'ADN. Je souhaite qu'Élodie réussisse à se rétablir et trouve son chemin, mais je ne fais pas partie de son système de soutien. Ce n'est pas de la colère, ni de la vengeance, ni de la rancune. C'est un choix pour la paix, la stabilité et la santé mentale. Ma famille, c'est Jules. Vous êtes des gens que j'ai connus il y a longtemps. Supprimez mon numéro pour toujours. Je l'ai envoyé avant de me donner le temps de douter. Ma mère a appelé immédiatement. J'ai rejeté l'appel et bloqué son numéro. J'ai fait de même avec celui de mon père et celui d'Élodie. Puis j'ai bloqué tous leurs réseaux sociaux, leurs adresses e-mail et toute autre voie de communication possible. Le soir même, j'ai rappelé Jules. C'est fait, lui ai-je dit. J'ai coupé tout contact avec eux. Comment tu te sens? Léger. Comme si j'avais enfin lâché quelque chose que je portais depuis trop d'années. Bien. C'est ce que tu mérites. Tu as gagné ta tranquillité. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai coupé tout contact, et pendant tout ce temps, je n'ai reçu aucun appel, aucun message, aucune tentative de rapprochement d'aucune sorte. Je ne sais pas s'ils ont essayé et que je ne le vois tout simplement pas à cause des blocages, ou s'ils ont accepté la situation plus rapidement que je ne le pensais. À ce stade, je ne me demande même plus ce qu'ils font. Je me suis habitué à ce silence. C'est étrange, mais d'un point de vue pratique, l'absence de drame est devenue quelque chose qui ressemble à la normalité. Ma vie professionnelle a également pris un rythme différent. La promotion au poste de concepteur senior est arrivée un peu plus tôt que prévu. Et bien que je m'adapte encore aux nouvelles responsabilités, la vérité est que cela m'a aidé à garder l'esprit concentré sur des choses concrètes et non sur de vieux problèmes émotionnels. Avoir des objectifs clairs et une équipe qui dépend de moi m'oblige à garder les pieds sur terre. Quant à Camille, la cohabitation a été plus simple que je ne l'imaginais. Ce n'est pas parfait, aucune cohabitation ne l'est, mais c'est paisible. Nous parlons quand quelque chose nous dérange,
nous partageons les tâches et nous essayons d'être justes l'un envers l'autre. Après avoir grandi dans un environnement où tout n'était qu'exigence et tension, vivre avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit semble presque irréel. Le quotidien, le simple, ce qui me paraissait autrefois étranger, est maintenant une partie stable de mes journées. Jules continue de venir le dimanche. Parfois nous dînons, d'autres fois nous nous asseyons simplement pour discuter un moment. Nous ne faisons rien d'extraordinaire, mais cette constance me rappelle que certaines relations peuvent être solides sans nécessiter de grands gestes ni de drames. Il sait quand poser des questions et quand ne pas le faire. Et je pense que c'est précisément la raison pour laquelle je me sens toujours plus calme après l'avoir vu. Concernant Élodie, j'ai eu de ses nouvelles récemment par l'intermédiaire d'un cousin. Il m'a dit qu'elle recevait une aide professionnelle et qu'elle avait mentionné comprendre pourquoi j'avais décidé de m'éloigner. Il a aussi ajouté, sans insister, que peut-être un jour nous pourrions parler. J'ai pris l'information pour ce qu'elle était, une mise à jour, pas une demande. J'ai apprécié qu'il n'y ait pas de pression. J'ai lu le message, y ai réfléchi quelques secondes et j'ai continué ma routine. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas non plus ressenti ce mélange de culpabilité et de colère qui m'accompagnait autrefois chaque fois que je pensais à ma famille. J'ai juste pris de la distance. C'est tout. Je n'exclus pas que la situation soit différente à l'avenir, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt à ouvrir de porte. Non pas parce que je veux punir qui que ce soit, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'ai une certaine stabilité et je ne suis pas prêt à la mettre en péril. La vérité, c'est que je ne ressens ni soulagement total ni bonheur absolu. Je ne ressens pas non plus de douleur. Ce que j'ai maintenant, c'est quelque chose de plus simple, de l'espace pour respirer, une vie plus ordonnée, des jours qui ne commencent pas avec l'anxiété d'attendre le prochain conflit. Ce n'est pas une victoire épique ni une histoire parfaite, mais c'est suffisant. Et pour la première fois, suffisant n'a pas le goût de la conformité, mais celui du repos. Cette histoire vous a plu ? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.